Salut à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du format court du podcast Running Knowledge. Donc toujours dans ma voiture parce qu'on a pris un peu de retard sur les publications. On veut en faire une par jour, on a pris un peu de retard. Maintenant on va se rattraper, on en fait plusieurs par jour pour rattraper un peu la semaine de retard qu'on a eue. Mais on va réussir à nos 365 vidéos à la fin de l'année. Donc le sujet aujourd'hui, ça sera le combat phare de l'UFC 247 qui a été le combat de Dominick Reyes contre Jon Jones. Donc Jon Jones a gagné le combat à l'unanimité par décision, mais il y a eu beaucoup de controverses sur les différents avis de s'il a gagné. Pour plusieurs personnes, Dominick Reyes en avait fait assez pour décrocher la victoire. Ce que je vais juger, c'est pas... Je vais vous donner mon avis à la fin de la vidéo sur le vainqueur pour moi de ce combat. Mais je vais faire plutôt une analyse technique et un peu tactique aussi des armes des deux protagonistes. Et vous allez voir que Jon Jones, c'est quand même un combattant particulier. Ben, on peut le savoir par ses victoires, mais c'est quand même un combattant particulier. Déjà, la première chose qui m'est sautée aux yeux quand j'ai regardé le combat, c'est les frappes de Jon Jones. Les frappes dans le genou, qu'on a déjà vu plusieurs fois, mais il est fait de manière un petit peu différente. Il fait un sidekick avec une rotation du buste qui me fait penser à ce qui se fait à moitié en taekwondo et à moitié avec Saenchai quand il envoie un tip, un front kick. Un coup de pied frontal, et en même temps il esquive une frappe avec son buste. Donc son corps et le haut de son corps et le bas du corps font deux choses. Donc chez Jon Jones, ses frappes sont vraiment menaçantes car elles menacent l'intégrité du genou adverse, mais aussi il arrive à esquiver, donc à attaquer et en même temps à défendre les contres en point de son adversaire dans le cas où Jon Jones n'a pas réussi à toucher, ou alors s'il a touché mais que son adversaire riposte par une frappe, contre par une frappe. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Cette technique, elle me fait penser à une technique de Jeet Kune Do que dont Bruce Lee parlait beaucoup. Il disait la cheville, bon là dans ce cas-là le genou, est la partie la plus proche de votre adversaire, d'accord? Celle qui se trouve le plus proche de vous. Donc le genou effectivement est assez en avant quand l'adversaire avance, et donc Jon Jones capitalise là-dessus, ce qui maintient en respect son adversaire, le menace et en même temps lui permet d'asseoir son rythme, ce qui m'introduit le deuxième point du combat, la maîtrise du rythme et du timing. On peut voir que les deux combattants, de par leur mouvement, on a pu voir, j'ai abordé ce sujet dans un autre podcast, de par les deux, de par leur attitude et leur mouvement, se établissent un rythme dans le combat. Et ce rythme va permettre de prévoir les actions, de lire les actions de l'adversaire, les moments où il peut attaquer ou alors quand il ne peut pas attaquer, quand il peut se livrer une action offensive ou défensive. Ce qui est intéressant, c'est le fait que Dominick Reyes soit gaucher. Il arrivait à prendre en contre-appui Jon Jones et lui infliger des frappes, des dégâts, notamment avec son direct du bras arrière en attaque. Et aussi, il arrivait à contrer les attaques en ligne, en direct, en jab ou en direct du bras arrière de Jon Jones grâce à des crochets. Ce qui m'amène à mon troisième point. Deux attaques fondamentales et assez particulières de Dominick Reyes qui font sa puissance de frappe. En lutte et au sol, il est commun de dire que les combattants ont des spéciaux. Donc par exemple, on peut avoir un combattant que les fans de grappling, de lutte à livrer, de jiu-jitsu brésilien connaissent bien en France, Mehdi Hotman, qui a une très très bonne guillotine. Benjamin Bourbon, ce week-end je tourne avec lui, il m'a mis des rubber guards, donc sa spécialité. Chez un combattant, il est important d'avoir quelques techniques où on est sûr de menacer l'adversaire et qu'on est sûr de pouvoir le finir le combat, finaliser ou mettre fin au combat. Jon Jones, c'est son sidekick, ses coudes, ses high kicks, il a plein d'armes, ce qui fait de lui un combattant extrêmement
périlleux et difficile à combattre. Mais Dominick Reyes, c'est la trajectoire de ses crochets. Il a des crochets vraiment particuliers, un peu à la russe, qui passent par-dessus les attaques en ligne de Jon Jones. Et il a touché pas mal comme ça. Il réduit très rapidement la trajectoire de son crochet, ce qui donne un petit coup de fouet et qui crée une onde de choc au moment de l'impact qui déstabilise son adversaire. On a vu ça dans ce combat sur plusieurs rounds. Et le fait qu'il accélère légèrement là, cette fameuse contraction, décontraction, contraction, décontraction au moment de l'impact et au bon moment avec une trajectoire un peu angulaire, particulière, une accélération finale de son crochet qui crée un petit effet de fouet qui ne demande pas trop d'énergie et qui crée beaucoup de dégâts. Le deuxième arme est son uppercut qu'il arrive à placer en distance courte, en décalant la tête. Il a menacé plusieurs fois Jon Jones sur ses attaques. Enfin, son direct du bras arrière. Son direct du bras arrière vraiment dangereux. Il arrive à le placer de loin avec une rotation pratiquement totale du buste qui a permis de neutraliser, de nullifier l'allonge de Jon Jones sur certaines attaques. Enfin, les déplacements de Dominick Reyes en se plaçant à l'extérieur de Jon Jones, en ayant son play comme il est gaucher Dominick Reyes, en se plaçant à l'extérieur, il est arrivé plusieurs fois à prendre Jon Jones en contre-appui. Donc, il a été vraiment, ces armes-là, il les a bien utilisées. Il en a un peu moins, je trouve, que Jon Jones, mais il les a bien utilisées pour pouvoir menacer suffisamment et faire douter même les experts, les aficionados du MMA sur le résultat, le déroulement du combat. Concernant Jon Jones, il a montré un éventail technique impressionnant, mais surtout ses défenses. Une gestion, une intelligence, un mélange de gestion de la défense dans les différentes distances, notamment ce qui m'a impressionné, c'est ses blocages longs avec les bras, un peu type karaté, qui permettait de bloquer les crochets de Dominick Reyes, car les blocages longs ont une amplitude, comme leur nom l'indique, assez longue et elles permettent de bloquer un spectre long d'attaque. On a vu aussi les esquives et sa garde longue qu'on utilise en boxe thaï. Ok, y a une blogueuse sur Instagram qui s'appelle l'Instagrammeuse Sylvie Muay Thai, c'est la femme qui a le plus de combats en boxe thaï et en boxe thaï sans les gants, j'ai oublié le nom là, en Kartchouek au monde. Elle a un blog et donc elle s'entraînait avec Diesel Noy, qui est une légende et Sagat, qui sont des légendes du boxe thaï, de la boxe thaï. Et dans un de ses blogs, elle parle de la garde longue, qui est très utilisée en boxe à main nue, parce qu'elle permet d'éviter que l'adversaire se rapproche de trop. Et on voit Jon Jones qui bloque beaucoup avec le bras devant, ça lui permet de sortir de situations vraiment périlleuses, alliées à des déplacements. Donc il arrive à très bien gérer les moments où il est en situation dangereuse, grâce à ses défenses. Ça, c'était le point vraiment important. On a pu voir aussi les changements de niveau. On a vu que Jon Jones non seulement avait un éventail technique dangereux, ça ne veut pas dire que Dominick Reyes ne sait pas faire ses attaques, mais de là à les maîtriser au point à ce qu'elles soient dangereuses pour l'adversaire, ça demande une grande pratique et des qualités, une attitude et certaines qualités que je n'arrive pas à identifier jusqu'à présent, parce que ça déterminerait le déroulement du combat. Différencier de la part de chez Jon Jones. Des changements de niveau, une pression constante et enfin une intelligence de combat, une intelligence dans la gestion de l'énergie et dans son attitude. Il est vraiment à part, Jon Jones, sur ce point-là. Il arrive même en étant en difficulté à maintenir son calme et je dirais pas forcément son calme, mais en tout cas une attitude qui lui permet d'être performant. Enfin, le dernier point que j'ai vu, il y en a plusieurs autres, j'ai noté, mais là je ne peux pas regarder comme je suis au volant, ça serait dangereux. Le dernier point que j'ai vu, c'est que Dominick Reyes frappe son adversaire là où il est, quand il est posé. Alors que Jon Jones frappe l'adversaire là où il va être.
Ok, c'est deux approches différentes qui n'a pas une mieux que l'autre, mais en tout cas, sur la gestion des rounds et sur la gestion de l'énergie, il y en a une qui demande beaucoup moins d'énergie. Pourquoi? Parce que des études ont été faites sur le cardio et la dépense énergétique et l'état de fatigue perçu de deux athlètes, un qui fait une tâche qui demande de l'endurance et un autre qui fait la même tâche mais avec une mise en doute, une réaction en plus à faire qui demande du temps de réaction. Et donc cette personne, le deuxième, pour la même tâche, va ressentir une fatigue beaucoup plus grande parce que en même temps que sa fatigue physique, on lui donne une tâche cognitive à faire. Okay, on peut penser à Lomachenko qui s'entraîne avec des exercices de réflexion après les rounds, etc. Jon Jones, en anticipant la position de son adversaire, un peu comme un joueur d'échecs qui anticipe la position future de son adversaire, arrive à anticiper, à avoir plusieurs coups d'avance et donc à dépenser moins d'énergie. Et ça, c'est vraiment important. On le retrouve dans différents styles, en boxe, en lutte, au sol. Et cette faculté-là est vraiment prépondérante dans l'excellence, dans l'élitisme. Car quelles que soient les armes qu'on maîtrise, si on arrive à les utiliser avant que notre adversaire on arrive à savoir ce que notre adversaire va faire, mais surtout où il va être, on a un temps d'avance sur voire deux, sur notre adversaire et on peut plus facilement gagner le combat. Donc cette capacité-là est vraiment différenciée de chez Jon Jones. Pour moi, enfin, je donne la victoire à Jon Jones parce qu'il a fait ses amenées au sol. Il a eu un volume de frappe un peu moindre, mais en tout cas, il a mis la pression presque tout le combat. Il a eu le leadership, il a amené au sol, il a contrôlé contre la cage. Il a montré aussi, en amenant au sol, quand son adversaire se relève, il a gardé le contrôle de son adversaire. Il s'est montré menaçant, même dans les distances de dirty boxing, de courte distance. Il a montré son octogone contrôle. Il a mis en échec beaucoup de fois son adversaire. Donc tout ça mélangé donne un léger avantage à Jon Jones. Mais ce qui m'impressionne, c'est ce combattant, c'est même pas ses qualités physiques. Même si son allonge est vraiment un avantage, le fait qu'il lise en avance la position de son adversaire, et en plus qu'il ait une allonge phénoménale et qu'il soit dangereux sur différents niveaux, avec différentes armes assez variées, font de lui un adversaire vraiment, vraiment efficace. De par son attitude aussi. Il n'a pas flanché de tout le combat. Donc c'était vraiment intéressant. Maintenant, la question qui se pose, c'est en regardant tous ces combats, et surtout ce combat-là, comment peut-on, en tant qu'entraîneur ou en tant que combattant, je pense que c'est surtout aux entraîneurs de penser à ça, utiliser cette donnée et créer des ateliers et des entraînements, une méthode et un suivi qui permettent de reproduire ça chez les combattants. Et donc de recréer des Jon Jones x2. Ok? Ou de sublimer le potentiel de notre combattant. Ça, c'est la question que je vous pose, que je me pose. Il y a beaucoup de mythes dans les arts martiaux. Et un qui est sous-tendu, c'est que le meilleur reste toujours le meilleur. Le meilleur, le plus talentueux, il est prometteur, ça sera toujours le meilleur. Et historiquement, les données nous montrent qu'un combattant ne reste pas toujours le meilleur. Ok? Il faut, pas sur la durée en tout cas, jamais. Ok? Même des combattants comme Floyd Mayweather, etc., au bout d'un moment, ils ont une courbe de validité. S'ils ne s'arrêtent pas avant cette rupture, ils peuvent avoir des défaites. Donc Floyd Mayweather s'est arrêté avant. Mais sinon, il y en a très peu dans ce cas-là. Ce qu'il faut, c'est déterminer ce qui fait la différence chez ces combattants. C'est une partie mentale, mais qu'est-ce qui est le déterminant de ce type de combattant? Et ensuite, le programme physique va venir. Mais déjà, il faut avoir cette approche-là. Okay? Parce que, en gros, on nous dit, pour la préparation physique, fais des sprints, fais de l'haltérophilie, fais des circuits, etc. Tu auras un bon cardio. Plein de combattants le font. Il y en a plein qui sont disciplinés. Ils sont pas tous ils ne sont pas tous pas disciplinés. Et pourtant, ils sont quand même fatigués. On leur dit, travaille ta vitesse au sac, fais des pattes d'ours, fais du sparring à thème, etc.
on ne crée pas de combattants différents. Donc au final, si les méthodes ne créent pas vraiment de grosses différences entre les combattants, est-ce qu'on peut dire que le talent est génétique et c'est purement génétique? Et en fait, l'entraînement va juste révéler les talents? Ou alors est-ce qu'on peut créer du talent? Et là, ça devient intéressant. Là, on rentre dans de l'alchimie sportive. Donc la question que je vous pose, c'est comment créer des champions, des combattants d'exception. Si on identifie ça, on va rendre obsolète le mythe du champion, du combattant supérieur un petit peu, qui a tous les dons et qui arrive à surmonter toutes les difficultés et à battre ses adversaires. Donc, on doit, en tant qu'entraîneur, en tant que pratiquant, tendre vers cet objectif-là. Je vous remercie pour votre suivi. On va accélérer les vidéos. Il y a eu plein d'échanges, notamment sur la vidéo que j'ai fait sur les rituels avant combat et le timing, le coup d'œil, etc. J'essaie de répondre à tout le monde à chaque fois. Notre objectif est de passer à 1000 followers pour pouvoir faire des vidéos en live. Cette vidéo, donc, elle est faite dans ma voiture. Désolé pour la lumière, désolé peut-être pour le son et le cadrage, mais en tout cas, elle est intéressante. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Le MMA arrive en France, donc on doit développer un maximum de réseaux, d'informations, de communication pour que le grand public et même les aficionados poussent leur réflexion, leur compréhension de notre sport à un stade vraiment avancé. Je vous remercie à tous. Désolé encore du cadrage. Merci à nos sponsors, Chokenami, SD Nutrition, Clean Hugs, Viking Revolution. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Os.